Olivier, merci. Merci de t'être libéré pour venir partager avec nous ce matin un peu tes pensées sur ce sujet. Merci à vous de m'inviter surtout. Et puis merci aussi, parce que j'ai oublié de les citer, je vais me faire taper sur les doigts, donc j'ai oublié de dire un mot important quand même. Tu en fais partie, tu es un des sponsors, mais nous avons la chance d'avoir Caisse des dépôts, carte bancaire, groupe BPCE et Orange qui soutiennent ce baromètre, parce que évidemment, tout ça ne se fait pas sans moyens financiers, parce qu'on a beau essayer de demander aux instituts de sondage de faire tout ça gratuitement, ils ne veulent pas. Donc on a besoin des soutiens, et un grand merci pour ton aide, ainsi qu'à tous les partenaires qui sont dans la salle. Est-ce que tu peux brièvement, on va enchaîner après sur tout un round de questions, mais présenter qui est DocaPost en quelques mots et tous les métiers sur lesquels vous intervenez. Alors DocaPost, donc déjà on est une entreprise privée détenue à 100% par un groupe public qui s'appelle La Poste. Donc on est la filiale numérique du groupe La Poste, qui La Poste elle-même est détenue à 66% par la Caisse des dépôts et de consignation. Le positionnement de DocaPost depuis 2018, on avait décidé de positionner DocaPost sur la confiance et sur la souveraineté numérique. Et je le dis déjà pour la suite, confiance et souveraineté pour moi sont deux choses extrêmement différentes. On avait décidé de positionner sur la confiance et la souveraineté de par notre ADN et puis de par notre conviction qu'en effet il y a un enjeu sur les données sensibles. Je dois dire qu'à l'époque, on n'a pas été pas un franc succès, dans le sens où on était un peu considéré comme franchouillard ou un peu has-been. Et puis force est de constater que l'histoire nous a donné raison et qu'aujourd'hui tout le monde en parle, on pourra y revenir. Et donc on a positionné sur ce créneau-là et du coup on est vraiment focalisé sur trois marchés prioritaires, le secteur public, la finance, banque et assurance, et puis la santé. Donc ce sont des secteurs où les données sont sensibles, où bien entendu le positionnement de la confiance et la souveraineté résonne. Donc ça c'est notre positionnement en termes de marché. Et en termes d'offres, on est vraiment devenu maintenant un éditeur qui représente aujourd'hui 60% de notre activité. Donc là, on a toute une gamme de produits qui vont de l'identité numérique, en passant par l'archivage, le vote électronique, la signature. Je ne vais pas tous vous les faire, mais on a grossi par croissance organique et on a fait pas mal d'acquisitions. On a un deuxième métier, c'est de construire et d'opérer des plateformes de services, là où il y a besoin d'avoir un tiers de confiance. Donc quelques exemples que je peux donner, on gère la plateforme de l'ordre des pharmaciens, on gère la plateforme des experts comptables du déclare.com, voilà ce que l'on fait. Tout ça étant opéré et géré par nos propres équipes dans un environnement de confiance et parfois dans un environnement souverain. Et puis on a un métier de conseil et service autour de beaucoup de la data et de l'IA. Et enfin on fait du back-office. Donc on a pas mal de secteurs publics qui externalisent des processus métiers chez nous. Les grands contrats que je peux vous donner, on gère ma prime Rénov par exemple pour l'Agence nationale pour l'habitat. Voilà ce qu'on fait. Donc aujourd'hui c'est un petit milliard d'euros de chiffre d'affaires, c'est 6500 collaborateurs et on est très fiers en tous les cas d'être là pour pouvoir essayer de protéger et de proposer des alternatives à ceux qui le souhaitent et protéger les données qui sont sensibles. Merci pour cette présentation rapide, tu as tenu le timing. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail du baromètre, mais il y a quand même quelque chose, on ne déflore rien, parce qu'en fait, d'ailleurs, ça se répète année après année. Il y a une forme de schizophrénie numérique des Français, dont on parle régulièrement, qui est que les Français accordent massivement leur confiance institutionnelle à l'État, quand ils adorent s'il y a un tampon marqué validé par l'État ou avec un logo qui leur permet de se dire je suis au bon endroit. Ils adorent les grands acteurs aussi historiques pour donner confiance à leur activité numérique. Et puis en même temps, leur usage va massivement vers les GAFAM. Enfin, il n'y a pas de secret, hein, on utilise tous. On peut se dénoncer, hein, Google, Amazon, on les utilise. C'est rare ceux qui vont te dire non, moi je fais que franco-français. Est-ce qu'on ne vit pas une forme de mensonge collectif autour de ce sujet de souveraineté, qui est un idéal politique qu'on brandit soit commercialement, soit parce que de plus en plus, malheureusement, on se lève tous les matins et on voit que la guerre est un vrai sujet, alors que la confiance réelle, celle du quotidien, elle est totalement sous-traitée, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des puissances étrangères, si on veut se rappeler à des vieilles heures de l'histoire. Alors c'est une très bonne question et c'est un vaste sujet. Je commencerai par d'abord dire que on a eu un premier mandat de notre président qui a été beaucoup axé autour des startups et de pouvoir développer les startups qui deviennent des scale-up et des licornes. Et moi, je trouve que c'est une super bonne nouvelle et je suis ravi que ces startups et ces licornes se développent. Mais on a confondu des entreprises qui développent des usages numériques et qui ont besoin de trouver du financement avec des entreprises qui maîtrisent la technologie. Et pour moi, le sujet numéro 1 sur lequel il faut qu'on se batte, et moi je fais partie des optimistes qui pensent que la bataille n'est pas perdue, c'est la maîtrise de la technologie. Si vous ne maîtrisez pas la technologie, vous ne pouvez pas avoir de souveraineté. Donc ça, c'est, je pense aussi, un
un sujet qu'il faut avoir en tête. Je pense que la bataille n'est pas perdue. Je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément d'acteurs sur le marché qui sont capables de proposer un certain nombre de solutions qui sont dans un environnement de confiance et qui sont dans un environnement souverain. Force est de constater que maintenant, c'est devenu un sujet numéro 1 politique. Et donc, merci, Monsieur Trump, d'être notre premier avocat et notre premier commercial, puisque c'est lui qui a mis un coup de pied dans la fourmilière et qui a permis à tout le monde toutes les maladies nous aident. Le Covid nous avait beaucoup aidé aussi. Donc, dans tout malheur, il y a du bien, si je puis dire. Et donc, il y a une prise de conscience qui s'est faite pour pouvoir remaîtriser cette technologie. Et quand on regarde aujourd'hui les investissements qui sont faits en France et en Europe, il y a déjà des acteurs aujourd'hui qui ont une capacité à pouvoir proposer des alternatives. Et moi, je milite fortement pour dire je ne suis pas un anti-GAFAM. Moi, je suis le premier à utiliser des solutions GAFAM parce que d'abord, elles fonctionnent, parce qu'elles sont bien et puis elles correspondent à des usages. Le seul sujet, c'est de pouvoir le faire en toute conscience et en toute confiance. C'est ça pour moi le sujet, donc de savoir que quand on maîtrise, quand on met ces données sur un certain nombre d'outils, quel est l'impact que ça va avoir. Et moi, je fais partie de ces gens, en tous les cas, qui considèrent que je n'ai pas envie que les données scolaires de mes enfants puissent être utilisées à des fins autres, ou que les données de santé soient utilisées pour pouvoir demain avoir un impact éventuellement sur ton contrat d'assurance ou recevoir un mail du Crédit Agricole qui t'explique qu'il faut que tu commences à préparer ton enterrement. Enfin voilà, donc le sujet, c'est il y a des données qui sont sensibles, pour lesquels aujourd'hui, je suis désolé, la France et l'Europe doivent en garder la maîtrise. Et après, il y a des usages sur lesquels il n'y a pas forcément d'enjeux spécifiques et pour lesquels les solutions des GAFAM sont complètement pertinentes. Donc c'est ça l'enjeu qui est devant nous. C'est un enjeu économique, c'est un enjeu politique, c'est un enjeu sociétal. Et on le voit encore avec l'arrivée de la data et de l'IA. Qui est un enjeu sociétal majeur. Donc je pense que ce réveil, il est salutaire. Mais il faut qu'il soit plus fort et surtout il faut qu'il soit suivi d'effets, que ce ne soit pas juste un effet politique, mais que ce soit réellement comment je fais pour passer à l'action. Alors je me souviens, parce que tu viens de l'évoquer, qu'au début, quand tu as mis cette stratégie en place, tu étais un peu Don Quichotte sur la souveraineté dans les années 2018-2019 et qu'aujourd'hui, on se réveille tous les matins avec le sujet à la radio, pas forcément numérique, mais souveraineté tout court. Et tout ce qui va avec, on en reparlera, guerre et autres. Le baromètre est très B2C, mais est-ce que dans le B2B, tu vois une vraie évolution et que maintenant, quand tu arrives avec une offre, ne m'en veux pas si je dis ça, mais éventuellement fonctionnellement moins large qu'un GAFAM sur certains axes, sur certaines... parce que c'est vrai, ils sont partis beaucoup plus tôt que nous. Donc forcément, fonctionnellement, il y a une avance. Mais est-ce que, par contre, quand on arrive au point que tu viens d'évoquer, voilà, où c'est que je mets mes données, la souveraineté, elles ne vont pas être utilisées pour l'IA, est-ce que tu as maintenant un point d'accroche? Est-ce que vraiment les gens se disent « Ah oui, quand même, ça c'est mon point majeur de décision » ou un des points majeurs? Alors la réponse est oui. Je pense que toutes les entreprises aujourd'hui, alors quand même les moyennes et les grosses, on va dire, il y a encore un petit sujet sur les ETI et les PME, on pourrait y revenir, mais toutes les grosses entreprises en tous les cas sont en train aujourd'hui de classifier leurs données et puis vraiment de les segmenter pour définir quel est le niveau de dépendance ou d'indépendance technologique qu'elles pensent être pertinent d'avoir ou pas. À ce titre, d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y a une initiative qui a été lancée par un think tank qui s'appelle Digital New Deal, où on a lancé, donc je dis on parce qu'on a été un des co-designers à plusieurs sociétés, on a lancé ce qu'on a appelé l'IRN, qui est l'indice de résilience numérique. L'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir avoir un indicateur qui soit utilisé par toutes les entreprises, enfin par la plupart des entreprises en tous les cas, qui soit un outil pour les COMEX, pour les conseils d'administration, de manière à ce qu'ils définissent quel est le niveau de dépendance ou d'indépendance technologique que l'entreprise considère devoir avoir par rapport à sa stratégie. Donc il n'y a pas de jugement de valeur. Il y a des entreprises qui peuvent très bien décider de ne pas avoir des données souveraines si ce n'est pas nécessaire par rapport à leur activité. Et donc on est en train de travailler sur ces indicateurs. Il y a plusieurs entreprises qui ont travaillé pour pouvoir co-designer cet outil. Donc c'est un questionnaire qui permet de pouvoir définir ce niveau de résilience et qui va permettre tous les ans de mesurer les progrès. Et donc c'est important d'avoir un indicateur qui devienne un indicateur de place, qui du coup soit vraiment utilisé. Et une fois encore, c'est un outil pour les dirigeants et pour les directions générales, de manière à ce qu'on ne puisse pas reprocher à un DSI de ne pas avoir pris la solution la plus facile, qui est souvent la solution américaine, puisqu'il n'a pas de chance de se faire virer si jamais il l'utilise, de manière à pouvoir proposer d'autres solutions. Donc ça, cet indicateur-là, l'association a été créée il y a cette semaine. Son président d'honneur est Olivier Sichel, qui est le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Et on a déjà aujourd'hui, je crois, une trentaine de grosses entreprises qui souhaitent nous rejoindre avec une labellisation qui sera faite. Et donc, je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur le sujet, mais si ça vous intéresse, regardez IRN. Et c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir un outil qui soit utile pour chaque entreprise et qui définisse vraiment quel est le niveau de dépendance ou d'indépendance que chaque entreprise décide d'avoir ou pas. Et on va s'apercevoir que malheureusement, sur certains nombres de sujets, il n'y a pas de solution alternative aujourd'hui qui existe. Et donc ça peut être aussi un outil extrêmement pertinent pour l'État, pour pouvoir orienter aussi des investissements qui soient faits, pour dire, là, malheureusement, il n'y a pas de solution et c'est stratégique, donc il faut qu'il y ait un investissement qui soit fait. On progresse quand même. Et on progresse énormément. Vraiment, je trouve qu'on progresse énormément. Le seul risque, c'est que ça ne soit pas un effet de mode et un sujet politique. Le numérique, c'est du temps long. Et la politique, c'est du temps court. Donc on a un petit sujet sur ce débat. Et pour moi, les sujets dont on est en train de parler devraient être apolitiques. Et donc on devrait s'inscrire sur le temps. Et donc l'État devrait avoir un CTO ou un ministère du numérique qui s'inscrive sur la durée et qui trace une ligne qui soit sur le temps. Et le problème aujourd'hui, c'est que moi, j'espère en tous les cas que si demain le gouvernement américain change, que ce ne sera pas un effet de mode et qu'on ne reviendra pas en arrière. Je ne pense pas. Mais en tous les cas, il faut passer à l'action. Et le temps de politique en France est 10 000 fois trop long. Je vais vous donner un exemple qui est super simple. Aujourd'hui, moi, je ne sais pas combien de discussions avec pas mal de cabinets ou de ministres. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut absolument qu'on intègre dans les appels d'offres une préférence européenne, enfin française, voire à minima européenne, sur un certain nombre de sujets. Là encore où les données sont sensibles. Moi, je ne suis pas non plus. Si elles ne sont pas sensibles, ce n'est pas un sujet. Alors il y a une circulaire qui va peut-être sortir dans peu de temps. Bon, je reste très voilà. Circonspect. On a un actionnaire public et puis on est dans un beau ministère, donc mais en tous les cas circonspect. Et de l'autre côté, il y a des ministères qui ont pris la décision. Et vous avez des départements aujourd'hui et des régions qui ont déjà intégré dans leurs appels d'offres la souveraineté. Et au niveau de l'État, on est encore en train de réfléchir. Donc il faut vraiment passer à l'action. Et l'action, elle est valable pour l'État, elle est valable pour les entreprises et elle est valable pour les citoyens. On a tous une part de responsabilité sur ce sujet. Il faut tous qu'on la prenne et qu'on soit acteurs de cette transformation. Alors, bon, finalement, dans notre malheur, on a de la chance qu'on n'a pas un seul fléau. Tu parlais des États-Unis. On a aussi Poutine qui nous a beaucoup aidé à prendre conscience que la guerre existait encore. Et quand on parle de souveraineté, c'est forcément aussi un mot qui fait écho à un imaginaire qui n'est pas que numérique. Mais quand même, la souveraineté dans le numérique, est-ce que c'est comme un nouveau bouclier finalement dans ces temps de guerre? On voit que cette notion dépasse largement l'économie. C'est un vaste sujet. Et entre les cyberattaques d'État où il n'y a pas une matinée où on ne nous dit pas que les élections peuvent être manipulées, que ce qu'on lit sur X ou Y a été envoyé par notre ami de l'Est, on ne sait pas si c'est vrai ou pas d'ailleurs, tout ça, c'est les fake news, on ne sait même pas nous les détecter finalement à force. Est-ce que c'est pour toi la souveraineté, être capable d'ailleurs de la prouver, de la suivre, de la tracer, est-ce que c'est un élément déterminant de la confiance que nous sommes tous en tant que citoyens en droit d'exiger des services numériques? Oui, je pense que la souveraineté, c'est le socle indispensable pour être dans un environnement de confiance. Bon, après, le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas tous la même définition et la même vision de la souveraineté au niveau européen. Il faut quand même qu'on se le dise. Alors, il y a eu un sommet franco-allemand il n'y a pas très longtemps. Ça semble converger, mais on voit bien que dès qu'il y a un enjeu économique, dès qu'il y a éventuellement un enjeu politique, le numérique est souvent mis un peu comme monnaie d'échange. Donc il n'y a pas en tout cas, il n'y a pas un alignement suffisamment clair et précis au niveau européen pour vraiment pouvoir tracer une ligne. Ça avance, ça progresse, on commence à converger, tout le monde commence à se rendre compte des impacts, mais on part quand même de loin. Donc plus l'Europe parlera d'une seule voix, plus elle sera alignée, et plus elle aura une vision sur ce que doit être la souveraineté numérique, qui ne doit pas être à géométrie variable en fonction du pays auquel on appartient, plus on a une chance de peser. Et la course, elle est maintenant. Après, tu parlais du coût et de fait que ça coûte plus cher ou que les solutions sont moins efficaces. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit ça pourrait. On peut se poser la question. Oui, mais la vraie bonne question, c'est, si vous êtes tous dans des entreprises, c'est quoi le coût de la dépendance aujourd'hui ? Il est titanesque aujourd'hui. Combien il y a d'entreprises aujourd'hui qui ont subi les augmentations de VMware et des augmentations des éditeurs logiciels où vous n'avez pas de choix, vous êtes pieds et mains liés, vous n'avez même pas de réversibilité, vous ne pouvez même pas sortir. Donc, mesurez le coût de ce que vous coûte cette dépendance aujourd'hui, vous allez voir que vous allez faire des économies importantes en commençant à choisir d'autres solutions. Donc le coût de la souveraineté ne coûte pas plus cher
que cette coût de dépendance. Et puis là où on a un petit sujet en France, et je pense que c'est culturel, c'est que là où les Américains sont très très forts, c'est quand ils lancent des nouvelles solutions, ils travaillent tout de suite sur le modèle économique de demain. Et je vais vous donner un exemple qu'on vit dans le domaine de la santé. Il y a une solution aujourd'hui qui est déployée par Microsoft qui fait de la reconnaissance vocale, donc les médecins adorent parce qu'ils ont horreur de taper sur un clavier. Et aujourd'hui, ils l'offrent gratuitement dans les outils. Voilà. Et aujourd'hui, quand vous discutez avec des directeurs d'hôpitaux, vous leur dites mais vous êtes conscient quand même que vous êtes en train d'envoyer toutes les... Donc tout ça est prévu sur du long terme, et on l'a vécu dans le passé. Et ils prévoient tout le temps de pouvoir avoir le coup d'après et d'avoir le modèle économique qui va bien. Et nous, en France, on se base sur la technologie, j'étais le premier à vous dire que c'était super important, mais on ne travaille pas sur le business model qui va faire que les entreprises vont pouvoir l'adopter et sur la durée. Donc c'est un vrai sujet sur comment on fait pour pouvoir intégrer une stratégie marketing et commerciale qui nous permettent de pouvoir être compétitifs par rapport à ces acteurs américains qui ont une puissance financière terrible et qui en effet souvent, c'est une espèce de drogue douce. Hein. Quand vous avez mis le doigt dedans, bah après vous ne pouvez plus vous en séparer et vous désintoxiquer. C'est amusant parce que pourtant c'est pas comme si le constat et la méthode étaient nouvelles. D'abord le constat, les Français pensent d'abord techno, enfin français européen et pas assez commercial, on me dit ça depuis que je suis rentré en école d'ingé, et le constat je donne gratuit, freemium, et puis un jour tu vas voir ça va monter, ça fait le début d'internet que c'est comme ça, donc pourquoi on n'apprend pas, pourquoi on n'arrive pas à changer nous là-dessus? Culturel, tu penses vraiment uniquement? Je sais pas dire, j'avoue que je pense qu'il y a une telle puissance financière quand même qui leur permettent de pouvoir faire des choses. Bon, puis ils ont une telle capacité de lobbying, on le voit bien au niveau de l'Europe, etc. Voilà. Mais moi, je voudrais pas... Mais tu restes optimiste, je sais. Non, c'est pas ça, c'est que je ne veux pas être critique vis-à-vis des autres, je pense que c'est nous qui devons nous réveiller. Voilà, donc je pense que c'est normal qu'il soit comme ça. Et moi, je trouve qu'il y a des très très belles entreprises américaines. Je précise d'ailleurs, à toutes fins utiles, que nous avons un grand nombre de GAFAM parmi nos membres, parce que nous ne considérons pas que la souveraineté veut dire qu'on doit travailler les uns contre les autres. On travaille ensemble, on échange. Il y a même un ou deux, je ne sais plus, au board, parce qu'on ne considère pas que ça soit en se faisant des murs de Berlin entre nous qu'on va réussir à travailler. On apprend. Par contre, c'est dommage de ne pas évoluer quand on sait. Mais je vais vous donner un exemple concret qu'on a vécu en 2021, je crois, ou 22, je ne me souviens plus trop. On est appelé par... Il y a une entreprise qui s'est développée en France, qui est un logiciel que vous connaissez pour pas mal d'entre vous, qui s'appelle Pronote. Donc c'est une entreprise marseillaise qui a été développée par un professeur de maths et qui a développé donc Pronote, qui est très connu puisque c'est 4 milliards de connexions par an, c'est 18 millions de comptes utilisateurs, c'est une application utilisée énormément par les parents et la jeunesse, et qui a développé aussi un outil pour pouvoir gérer l'établissement. Bon, ce monsieur arrivait en retraite et a décidé de vendre son entreprise. On a été appelé par le ministère de l'Éducation nationale et par l'APE, qui nous a dit mais on vient de découvrir que ce monsieur détenait 80% du marché des collèges et des lycées avec toutes les données dans son data center à Marseille. Et il est en train de la vendre. Et il y a des sociétés américaines qui sont en train de vouloir les racheter. On a un petit sujet. Donc bon, on a approché ce monsieur, et puis bon, on a réussi à faire affaire parce qu'il avait le sens de l'intérêt général, et puis on est une belle entreprise, donc il nous a rejoints. Mais la première fois, donc on a racheté cette entreprise. La première discussion qu'on a eue, ça m'a marqué avec les collaborateurs de cette entreprise, qui ont vraiment, qui sont très attachés au sens de l'intérêt général, etc. Ils m'ont dit, mais depuis que vous avez racheté, on voudrait être sûr que vous n'allez pas utiliser ces données de l'éducation nationale pour pouvoir les vendre à des organismes privés, pour pouvoir faire de la formation, etc. Ben, je lui ai dit non, parce que ce n'est pas dans notre ADN, ce n'est pas dans notre culture. Mais c'est un bel exemple. Aujourd'hui, une entreprise qui serait que mercantile aurait utilisé cette mine d'or de données pour pouvoir développer des services et pouvoir utiliser les données de nos enfants pour que vous puissiez être agressés commercialement parlant par des sociétés d'organismes privés qui vont vous proposer des formations, etc. Bon ben voilà, donc c'est juste un exemple qui illustre sur des sujets quand même assez sensibles du fait qu'il faut quand même que l'État puisse anticiper et se rendre compte de l'impact que ça peut avoir sur la durée. Alors tu me fais un pont magnifique vers ma dernière question, on va prendre un tout petit peu de retard, mais on sera à l'heure sur notre timing prévu, pas d'inquiétude. On reste quand même dans un marché ouvert. Alors tu as un statut un peu particulier, tu l'as expliqué, hein, puisque tu es 100% détenu par une entreprise publique. Donc finalement, on peut plus facilement, j'imagine, faire infuser cette notion d'intérêt général.
à la fin, il y a quand même un marché. Alors, il y a un domaine dans lequel on n'est pas parti dernier, hein, on peut être fier de nous finalement, c'est que on a Mistral, l'État dès le début a vu que il fallait pousser le truc. Bon, après, on peut discuter des méthodes, mais enfin, ils sont là, ils avancent, ils lèvent des fonds, ils sont souvent choisis, voire poussés pour être choisis dans beaucoup d'institutions, donc ils fonctionnent. Donc c'est plutôt là pour le coup, on ne pourra pas dire on est parti 20 ans après les Américains. Maintenant, est-ce que ça suffit de dire c'est un acteur souverain pour répondre à toutes les interrogations qu'on a sur ce nouveau monde par rapport à la confiance, l'éthique, ce que tu viens de dire sur les données, parce qu'à un moment, ils sont dans un environnement ouvert. Si tous les autres acteurs IA utilisent les données, comme tu viens de le dire, pour faire A, B, C ou D, si tous les autres acteurs IA font des choses pas forcément hyper éthiques, mais ça permet d'avoir un business model, est-ce que juste parce qu'ils sont souverains, ils pourront tenir? C'est l'acteur privé, là, pour le coup. Il n'y a pas d'argent, il y a de l'argent de l'État, mais prêté. Bon, déjà, il faut se féliciter que Mistral existe et qu'on est, comme tu l'as dit, alors, donc moi je suis ravi, on est les premiers, il faut qu'on fasse tout ce qu'on peut pour les aider. Et je pense pouvoir dire que toutes les entreprises font beaucoup de choses pour pouvoir les aider. Après, il ne faut pas que ça soit l'arbre qui cache la forêt. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un Mistral, c'est super, mais il devrait y avoir plusieurs Mistral. Puis là, on est en train de parler de LLM, mais bon, il y a tous les SLM qui arrivent et il y a un petit sujet quand même énergivore sur toute la partie data IA. Donc pour moi, il faut donc s'assurer que Mistral restera bien tout le temps avec du capital souverain, comme une question qui, à mon avis, est nécessaire de poser, même si aujourd'hui, ça va dans ce sens-là. Puis deux, il faut pas que, parce qu'il y a Mistral, du coup, on arrête les investissements, les développements. Donc il faut encourager les autres initiatives. Il faut pousser l'open source à fond. Voilà, il y a plein de belles entreprises. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé qui me tient à cœur, c'est qu'il faut que l'État soit très très clair et qu'elle arrête de vouloir développer des choses par elle-même et d'encourager les entreprises plutôt de faire des partenariats publics-privés. Donc là, on a tout un travail qui est en train d'être fait par le CSF, là, le comité scientifique de filière, pour identifier toutes les solutions souveraines qui existent et de voir comment l'État peut les utiliser, les encourager. Et puis, il faut tordre le cou. Je terminerai par ça, Laurent, tordre le cou à cette idée que parce que c'est souverain, parce que c'est européen, c'est moins bon que les Américains. C'est faux. Il y a plein de solutions qui sont tout à fait au niveau de performance aujourd'hui. Et après, ça dépend de ce dont vous avez besoin. Je vais vous donner un dernier exemple et j'arrête là. Le Health Data Hub, tout le monde a entendu parler. Donc l'entrepôt de données de santé qui a été lancé, qui a été chez Microsoft. Ça fait des années que l'État se pose la question de savoir comment je peux faire pour en sortir. Bon, déjà, ils ont un petit sujet de réversibilité. Bon, ils ont trouvé une solution maintenant. Mais il y a plein de sociétés qui sont en mesure de proposer une solution qui correspondrait aux besoins du HDH, pas avec la même profondeur que ce que sait faire Microsoft aujourd'hui, mais ils n'en ont pas besoin. Donc le vrai sujet, c'est qu'avez-vous besoin et quelle solution vous proposez. Et aujourd'hui, il y a plein d'acteurs qui savent le faire. Oui, j'étais à une conférence récemment qu'on organisait avec des acteurs européens, entre autres autrichiens, et qui nous disaient exactement la même chose que toi. C'est peut-être qu'on n'a pas la profondeur des 92 000 fonctions d'AWS, mais par rapport à vos besoins, on sait tout faire. C'est juste se poser la bonne question. Il y a plein de fonctions qu'on n'utilise jamais. Un dernier mot. Quand tu as commencé, tu disais confiance et souveraineté, c'est pas la même chose, c'est différent. Comme on doit conclure, puisque nous sommes en dehors de notre timing, tu voulais dire un dernier mot là-dessus sur Enfin, pour moi, il faut qu'il y ait des solutions de confiance qui peuvent ne pas être souveraines. Donc la confiance, c'est quoi? C'est la transparence et de savoir où sont stockées les données, quel est le pacte, la doctrine, l'engagement que l'entreprise a. Donc c'est vraiment ça la confiance. Puis après, il y a la souveraineté qui est un niveau supérieur. Donc vous pouvez avoir des solutions de confiance non souveraines. Et voilà, mais confiance et souveraineté sont importants parce que même si elles sont non souveraines, la dimension confiance, transparence, de savoir où sont stockées vos données, comment elles sont archivées, comment les algorithmes sont développés, est indispensable, à mon avis, pour pouvoir remettre de la confiance dans votre vie au numérique au quotidien. Merci. Un grand merci, Olivier. Vous pouvez Merci l'applaudir. Je voulais, en conclusion de mon côté, je voulais juste rebondir sur un point que tu as dit sur le premier mandat de notre président, où effectivement les startups ont été très mises en avant, et c'est très bien, ça fait de l'innovation. Mais nous, c'est vrai qu'à l'Axel, on a aussi des startups, on a beaucoup de TI comme toi et de grands groupes, et on a toujours milité pour quelque chose, c'est l'anti-French bashing sur notre innovation dans tous ces grands groupes.
c'est vrai qu'on a réussi, et c'était génial, grâce à toute l'action de la French Tech, à ce qu'on soit très fiers en France. Dès qu'on est dans une start-up, c'est génial, on peut être fier et dire à nos parents on est dans une start-up, mais vous pouvez être fiers des entreprises dans lesquelles vous travaillez. On fait beaucoup d'innovation, et je vois de plus en plus cette fierté revenir, que ce soit chez les gens d'Orange, chez les grands groupes comme le tien, qui créent tous les jours énormément de valeur, tous les grands groupes qui sont ici, et les groupes moyens aussi. C'est pas parce qu'on est français et qu'on est un groupe qui a 80 ans ou 50 ans ou 30 ans qu'on fait que des trucs chiants. Au contraire, et c'est ce qu'on essaie de mettre en avant à l'Axel, parce qu'il faut que vous en soyez fiers pour le partager et le développer, et comme tu dis, pouvoir le vendre aussi. Voilà, merci à vous. Merci.